Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Bienvenue dans ce 44e épisode du podcast 168 heures où nous allons aujourd'hui parler d'un sujet qui, je pense, va en intéresser plus d'une. Donc, être carriériste sans s'épuiser, est-ce possible? La grande question. Et je vais ici vraiment aller appuyer cet épisode-ci avec, oui, mon parcours personnel, mais aussi des données scientifiques. Donc, ça va être un beau mélange qui va vraiment vous permettre de répondre pour vous à cette grande question-là. Parce que, oui, je vais y donner ma réponse à travers l'épisode, mais le plus important, ça va être que vous trouviez votre réponse à vous. Je vais aussi vous expliquer comment moi je fais pour continuer de surmonter l'épuisement professionnel après déjà bientôt 5 ans, bientôt 6 ans même devrais-je dire, et je vais vous partager plus d'une quinzaine de trucs, donc ça promet d'être un très très bon épisode. Juste avant de vous dévoiler tout le beau contenu que j'ai préparé pour vous, je veux juste vous faire un gentil rappel qu'il vous reste une journée pour vous inscrire au bootcamp Organisation et Mindset de croissance. Je le sais, j'en ai parlé partout. Si vous me suivez sur différentes plateformes, vous devez commencer à comprendre c'est quoi l'événement, mais en fait, ce soir, donc le 8 avril à minuit, les portes vont fermer parce qu'on commence le 9 avril, soit demain. Alors, 9, 10, 11 avril, merveilleux bootcamp où je vais vous aider à mieux planifier, à mieux prioriser et à mieux déléguer également. Donc, tous les détails sont dans le lien dans les show notes si jamais vous voulez vous inscrire. C'est un contenu de très, très grande qualité qui est offert sur 3 jours pour seulement 37 $. Donc, si ça vous intéresse, réservez votre place maintenant. Et si jamais vous écoutez l'épisode un peu en retard et que vous découvrez que ce bootcamp-là aurait été fait pour vous, mais qu'il est peut-être trop tard pour vous inscrire, cliquez quand même sur le lien, vous allez être redirigé vers une waiting list. Alors, si jamais je refais ce bootcamp-là dans quelques mois, vous allez être dans les premières personnes qui vont être avisées. Maintenant, plongeons dans le vif du sujet si vous le voulez bien. Moi, personnellement, j'ai toujours été quelqu'un de carriériste. J'ai toujours voulu m'épanouir professionnellement, même quand j'étais toute petite, là, c'était vraiment dans mes ambitions. Et il y a quelques années, si vous le savez, vous le savez, si vous le savez pas, je vous l'annonce, mais j'ai frappé un solide mur, soit celui de l'épuisement professionnel. À ce moment-là, quand j'étais dans cette période-là de ma vie, je ne me reconnaissais plus et je croyais même que la carriériste en moi, la carriériste qui avait toujours été présente en moi, je pensais qu'elle était morte. Je pensais qu'avec l'épuisement, que j'avais éteinte cette partie-là de moi. Soudainement, j'avais plus d'ambition, j'avais plus de projet qui me donnait envie de me lever le matin, puis j'avais plus d'objectifs. C'est comme si ma vie était rendue un peu un pilote automatique. Je me levais, je faisais des choses dont je me sentais obligée de faire, mes responsabilités si on veut, puis après ça, je retournais me coucher, puis c'était comme ça, 7 jours sur 7. Je me rappelle même que je n'avais plus hâte à rien. Je me disais, c'est quand la dernière fois que j'ai eu hâte à quelque chose? Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, je suis complètement remise, puis je pense qu'à tous les jours, j'ai hâte parce qu'il se passe toujours des belles choses dans mes journées, mais là, j'avais le sentiment d'avoir hâte ou le sentiment d'excitation face à un événement qui s'en vient ou à quelque chose qui s'en vient. C'était complètement absent de ma vie. L'idée avec l'épisode d'aujourd'hui, c'est de mettre en lumière qu'il est possible de changer positivement et de passer à travers le burn-out. C'est possible de s'épanouir et de mettre en place des choses qui nous permettent de performer sans s'épuiser. Je veux que les femmes et aussi les hommes, mais je dis le mot femme parce que je sais que c'est vous principalement qui m'écoutez, mais je veux que pour toutes les personnes qui ont déjà vécu un épuisement ou qui sont en route vers l'épuisement et que vous vous reconnaissez à travers ce que je vais dire aujourd'hui ou à travers mon histoire, j'aimerais que vous vous sentiez peut-être un peu moins seul, que vous vous sentiez en confiance aussi et que vous ayez une certaine forme de motivation, ou peut-être que motivation, c'est peut-être pas le bon mot, là, parce que tout dépendant où vous êtes, ça se peut que le mot motivation soit un peu fort, mais une certaine forme d'espoir, j'aimerais dire, en vous disant que si moi, j'ai pu arriver à me sortir de là, si j'ai pu renouer avec la carriériste en moi, que vous le pouvez aussi.
Il faut que vous sachiez aussi que bien que je me considère comme étant remise et revenue la version améliorée de moi-même là, après mon épuisement, ne pas retomber en épuisement, je pense que ça, c'est un choix conscient que je fais chaque jour quand je me rends au travail. Parce que la réalité, là, puis ça, c'est ma réalité personnelle, peut-être que d'autres personnes qui ont vécu des épuisements ont une réalité différente, mais moi, ma réalité personnelle, c'est que bien que je m'en rende pas compte et que je veux pas vraiment me l'avouer, pour être franche, je suis plus fragile qu'avant. Il y a plusieurs cicatrices en lien avec mon épuisement qui sont guéries, mais il y en a qui ne le sont pas totalement encore, puis il y en a peut-être même qui ne le seront jamais. Et ça, ces cicatrices-là qui ne sont pas guéries, c'est comme si je les découvre au fur et à mesure que la vie avance. Il y a une phrase que j'ai lue d'un psychologue spécialisé dans le travail qui s'appelle Adrien Chignard, qui a écrit ceci, et pour vrai, je me suis tellement sentie interpellée par cette phrase-là que j'ai choisi de la partager. Il dit « Le burn-out est l'une des expressions les plus douloureuses et marquantes dans la trajectoire de carrière d'un individu. Et pour être passé par là, oh mon Dieu, c'était tellement douloureux et c'était tellement marquant. » Mais aujourd'hui, maintenant que c'est derrière moi, ce n'est plus douloureux. En fait, faux, je me reprends. Si je me remets dans les émotions dans lesquelles j'étais, ça peut être douloureux. Mais le fait que c'était marquant de façon négative il y a 5-6 ans, aujourd'hui, je vous dirais que c'est marquant de façon très positive. Je veux que vous sachiez aussi qu'aujourd'hui, tu sais, quand je vous disais que j'étais fragile, c'est à quel point, en fait, c'est que je vous donne un exemple très clair, là. Aujourd'hui, moi, quand je vis du stress, puis j'en vis vraiment très, très peu comparativement à avant, là, mais quand je vis du stress, moi, ce que ça fait, c'est que ça me paralyse aujourd'hui. Un petit stress, pour moi, c'est comme si je vois comme une grosse montagne, même si c'est un petit stress qui est anodin. Souvent même, je réalise que je me questionne à savoir aussi si j'ai les mêmes capacités qu'avant sur certains points ou si c'est juste que j'ai appris à lâcher prise. Puis là, tu sais, allez pas mal interpréter ce que je dis, là. Je suis pleinement consciente aujourd'hui de tout ce que j'accomplis et de tous les projets que je réalise. Je le sais que je performe, mais que je performe pas juste correct, là. Je performe très, très bien et je suis très satisfaite de ma performance. Par contre, quand il m'arrive des fois à penser à certaines choses qui, avant, m'auraient vraiment interpellée ou à des choses que je me serais dit avant, « il faut que je m'en aille là avec ma carrière », bien, souvent, je vais prendre la décision de juste pas y aller. Mais il faut dire aussi qu'à travers les dernières années, j'ai beaucoup appris à me connaître et voilà, fait que c'est peut-être ça aussi qui fait que j'accepte de lâcher prise sur certaines choses sur lesquelles je n'aurais pas lâché prise avant. Puis, je vous disais que j'avais une certaine fragilité qui m'habite, puis cette fragilité-là, je comprends, par exemple, que c'est pas une faiblesse, parce que j'ai longtemps cru qu'être fragile sur certains points ou être sensible, que c'était vraiment un sentiment de faiblesse. Mais malgré le fait que je me sens fragile, je vois pas ça comme une faiblesse. C'est juste qu'il faut que je sois à l'écoute de mon corps, à l'écoute de mes ressentis, à l'écoute de mes limites aussi, parce que naturellement, ce que je veux dire, c'est que ça serait facile pour moi de retomber dans mes anciens patterns, de retomber dans mes anciennes habitudes, parce que je veux dire, naturellement, là, je suis une workaholic, je suis une perfectionniste, je suis une control freak, comme ça, c'est moi. Mais je le sais que ça me sert pas d'être comme ça. C'est pour ça qu'il faut que je mette mes limites, que je respecte mes limites et que je fasse attention. Quand je me sens glisser là, dans ces patterns-là là, de workaholic, control freak puis perfectionniste, c'est souvent justement parce qu'il y a un certain stress qui s'installe tranquillement. Parce que mon stress, oui, je peux le sentir comme une boule dans le ventre, mais parfois, il ne se manifeste pas toujours comme ça. Il peut se manifester dans du contrôle, par exemple. Donc, je réponds à la question, puis après ça, je veux vraiment vous donner des conseils concrets, puis qu'on parle plus concrètement, en fait, de l'épuisement. Oui, c'est possible d'être carriériste sans s'épuiser. Moi, je le fais. Si j'y arrive, vous le pouvez aussi. Mais gardez en tête que c'est un choix conscient que je fais à tous les jours. Et à tous les jours, je choisis de surmonter l'épuisement. Puis aujourd'hui, je veux vous expliquer un peu comment je fais. Donc aujourd'hui, les sujets qu'on va regarder, je veux vous aider un peu à comprendre l'épuisement professionnel. Je vais aussi vous parler de c'est quoi les défis d'être carriériste, parce qu'être carriériste, c'est un choix aussi qu'on fait dans la vie, puis ça, c'est un choix que moi, j'ai fait, peut-être que c'est votre choix aussi. Ensuite de ça, je vais aussi vous exposer c'est quoi les stratégies qu'on peut mettre en place pour prévenir et ou surmonter l'épuisement professionnel. Puis moi, personnellement, je vais aussi vous dire ce qui m'aide au quotidien à ne pas retomber. Donc, premier point, comprendre l'épuisement professionnel. Je veux vraiment ici vous parler de clairement une définition officielle, c'est quoi. Mais juste avant, je trouve ça super important de vous partager une statistique qui est très percutante, si je peux le dire comme ça. Une statistique qui vient de Statistique Canada, d'une étude qui a été faite dans la dernière année, donc ça fait même pas un an que c'est sorti. Et on dit qu'il y a un peu plus de 4,1 millions de personnes qui ont affirmé éprouver des niveaux de stress liés à leur travail, des niveaux qui sont élevés ou très élevés.
Et ça, 4,1 millions de personnes, ça veut dire quoi ça? Ça représente en moyenne, hommes et femmes confondus, 21,2% de l'ensemble des personnes qui sont en emploi. Comptez ça comme vous voulez, là, c'est à peu près une personne sur 5, ça. Le pourcentage est un peu plus élevé pour les femmes et un petit peu plus bas pour les hommes, donc on a une moyenne de 21,2%, mais globalement, là, c'est près d'une personne sur 5 qui vit un stress très élevé ou élevé en lien avec son travail, donc c'est pas rien. L'épuisement professionnel, qu'on connaît aussi sous le nom de burn-out, là, ça, c'est quoi concrètement? C'est un état de fatigue émotionnelle, mentale, physique qui est causé par un stress professionnel chronique. Ça se caractérise par différentes choses, notamment un sentiment d'épuisement. Là, littéralement, c'est comme ça qu'on le sent. Moi, c'est comme ça que je l'ai beaucoup senti. Un sentiment aussi de désengagement et de diminution au niveau de l'accomplissement professionnel. Également, on peut parfois, la ligne peut être mince à certains endroits là, entre l'épuisement et la dépression. Donc, c'est juste important de faire la distinction entre les deux. Il y en a aussi qui vont juste être en période de détresse parfois, donc c'est pas la même chose. Mais ce que je viens de vous dire, ça résume à peu près c'est quoi l'épuisement professionnel ou bien le burn-out. Puis c'est quoi les causes? C'est qu'est-ce qui cause le burn-out? En fait, c'est souvent causé par un stress qui est prolongé, lié au travail. Moi, notamment, je sais que ça a été une des causes. Puis pourquoi on a un stress qui est prolongé lié au travail? Bien, ça se peut que ce soit souvent en raison des charges de travail qui sont excessives. Ça, moi, je me reconnais beaucoup ici. Ça peut être aussi des attentes irréalistes qu'on se fixe nous-mêmes ou que les gens fixent sur nous. Ça peut être un manque de soutien au travail. Ça peut être des conflits qui sont interpersonnels ou bien des conflits éthiques. Ça peut aussi être un déséquilibre entre des exigences en lien avec le travail ou bien les ressources qui sont à notre disposition, par exemple. Donc ça, c'est différentes causes. Ce n'est pas une liste exhaustive, là, mais c'est juste différentes causes qui peuvent en fait causer l'épuisement professionnel. Je reviens au psychologue dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, Adrien Chignard, qui a dit dans un article du Harvard Business Review France, je vais mettre le lien d'ailleurs dans les show notes si ça vous intéresse d'aller lire, mais je cite qu'est-ce qu'il a dit. Il a écrit « Il semblerait aujourd'hui que les conflits éthiques soient particulièrement explicatifs de la sévérité de certains épisodes d'épuisement professionnel. On a longtemps cru que seule la surcharge de travail provoquait l'épuisement, mais c'était confondre deux paradigmes. » Et ça, ce qu'il a dit, ça me parle tellement parce que, moi, de mon côté, là, si vous m'aviez posé la question il y a 6 ans à savoir c'était quoi la cause de mon épuisement, je vous aurais répondu sans hésiter que c'était en raison de la charge de travail qui était beaucoup trop grande. Puis par une trop grosse charge de travail, je trouvais que j'avais pas assez de ressources pour m'aider, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si vous me posez la question aujourd'hui, ma réponse va être différente parce que j'ai 2 autres causes principales, je pense, qui ont causé mon épuisement. Le premier, je pense que c'est le conflit éthique. Donc, ce que Dr. Chignard disait, ça fait vraiment plein de sens. Parce que moi, le conflit éthique, c'est quoi? C'est que je n'étais aucunement alignée à mes valeurs fondamentales, moi, quand j'étais dans mon ancien travail. Mais, à ma défense, si on peut dire, je le savais pas. Puis pourquoi je le savais pas? Bien, parce que je ne m'étais jamais assise, moi, à me questionner sur mes valeurs de vie. C'était quoi mes valeurs? Je veux dire, j'étais dans un, j'allais dire dans un moule, mais plus dans un cadre. J'étais dans un cadre professionnel, dans une culture d'entreprise. Je faisais mon travail, je le faisais bien. Donc, pour moi, je comprenais pas pourquoi ça fonctionnait pas. Mais avec le recul que j'ai aujourd'hui, je me rends compte finalement qu'il y avait un certain conflit éthique. Autre cause qui m'a finalement menée jusqu'à l'épuisement, c'est que j'arrivais pas à mettre mes limites. Puis pourquoi j'arrivais pas à mettre mes limites? Bien notamment parce que je me connaissais peut-être pas assez. Tu sais, on pense tellement bien se connaître, mais c'est quand on apprend à se connaître qu'on se rend compte à quel point on ne se connaissait pas. Puis moi, j'ai vraiment appris à me connaître dans mes longs mois où je faisais rien pratiquement pendant mon arrêt de travail, pendant mon épuisement professionnel. Donc, j'ai vraiment appris à mieux me connaître. J'ai fait beaucoup de travail sur moi, ce qui fait que j'ai enfin compris ce que je voulais. J'ai ensuite été capable d'établir des limites et ensuite, maintenant, aujourd'hui, je les respecte. Mais à l'époque, je n'étais pas capable de le faire. Je me connaissais pas assez. J'avais peut-être un certain manque de confiance en moi aussi pour être capable de fixer mes limites parce que, ben voilà, fait que je vous dirais que il y a 6 ans, je vous aurais dit que c'est la charge de travail, mais aujourd'hui, je vous dis que c'est le conflit éthique, puis peut-être moi, le problème, le fait que je n'étais pas capable de mettre des limites. Maintenant, toujours en lien avec l'épuisement professionnel, c'est quoi les symptômes? Moi, je vais vous parler de symptômes généraux. Encore là, c'est pas une liste qui est complète, il peut y en avoir plein d'autres formes de symptômes, puis je vais aussi vous dire, moi, concrètement, comment j'ai vécu l'épuisement. En fait, puis ça peut vraiment varier d'une personne à l'autre, là, mais de façon générale, ça peut être vraiment une fatigue physique, une fatigue mentale, vraiment une fatigue pratiquement chronique. C'est un sentiment aussi de démotivation par rapport au travail. Moi, j'étais vraiment passionnée avant par mon travail, super motivée, puis là, je n'avais plus aucune motivation. Après ça, diminution d'une satisfaction personnelle. Moi, ça, c'était très, très présent. Jamais satisfaite de ce que je faisais,
tant au niveau personnel que professionnel. J'avais toujours l'impression que j'en faisais pas suffisamment. Quand j'avais un bon coup, je trouvais toujours un problème derrière. Donc, complètement insatisfaite de ce que je faisais au niveau professionnel et personnel. Ensuite de ça, on peut avoir de la difficulté aussi à se concentrer et à prendre des décisions. Moi, de mon côté, c'était très présent et il faut comprendre que moi, j'ai une mémoire d'éléphant. Là, j'ai toujours eu une excellente mémoire, donc c'était vraiment étrange que j'ai autant de misère à me concentrer, que j'ai autant de misère aussi à me rappeler de certaines choses et puis de prendre des décisions. C'était vraiment très, très fastidieux. Il y en a qui vont connaître de l'irritabilité, de la colère, des frustrations fréquentes. Moi, de mon côté, ça n'a pas tant été présent, ça, ces éléments-là, mais moi, je pleurais vraiment beaucoup, par contre. J'avais vraiment des pleurs très fréquents, chose qui est très, très inhabituelle pour moi. Il y en a qui vont connaître des problèmes de sommeil aussi. Moi, les problèmes de sommeil, c'était beaucoup causé par l'anxiété. Je pouvais me réveiller, puis après ça, je me faisais 2000 scénarios, puis j'étais plus capable de me rendormir. Il y a également plusieurs symptômes physiques qui peuvent aussi apparaître quand vous avez un épuisement professionnel. Ça peut être des maux de tête, des douleurs musculaires, des troubles quelconque. Moi, je n'ai pas eu tant de symptômes physiques en termes de douleur, mais j'ai, par exemple, perdu beaucoup, beaucoup de poids. Mon cycle hormonal était complètement déréglé au point où j'ai été quelques mois sans avoir mes règles, par exemple. Donc, c'est différents symptômes qui varient vraiment d'une personne à l'autre. Je voulais juste vous en nommer quelques-uns pour peut-être que, si vous reconnaissez plusieurs de ces symptômes-là en vous présentement, bien, peut-être que ça allume une petite cloche, peut-être que vous pourriez consulter un professionnel de la santé pour voir si vous allez bien, tout simplement. Ce qui m'amène ensuite au second point que je voulais parler avec vous. Donc là, en un premier temps, je voulais vraiment un peu vous clarifier clairement c'était quoi l'épuisement professionnel pour que vous compreniez bien. Mais après ça, je voulais vous parler plus du sujet d'être carriériste. Et choisir d'être carriériste, c'est chouette, c'est rempli d'ambition, mais ça vient aussi avec des défis. Donc, c'est quoi les défis d'être carriériste? Il y a 2 défis principaux que j'ai eu envie de mettre ici sur papier quand je faisais des notes pour vous en parler. La première chose, c'est la charge mentale. Quand on choisit en tant que femme, je crois, d'être carriériste, c'est comme si ça vient avec une double charge mentale. Puis là, je vais vraiment parler en mon nom personnel, mais je suis certaine qu'il y en a plusieurs qui vont se reconnaître ici, là. En tant que femme ambitieuse, là, je parle au je suis souvent confrontée à une double charge mentale. Ça veut dire la gestion de mes responsabilités professionnelles, mais aussi la gestion de mes responsabilités familiales. Moi, je veux performer, oui, dans ma business, mais aussi dans mon rôle de mère, dans mon rôle d'amoureuse, bref, dans tous mes rôles. Puis ça peut apporter des défis supplémentaires parce qu'on ça va causer du stress, ça va causer de la prise de temps parce que si on veut performer partout, ça va demander un certain nombre de temps d'aller performer partout. Puis ça peut aussi causer de la culpabilité parce qu'on va se rendre compte à un moment donné que c'est pas possible d'être partout en même temps. Je veux dire, on peut pas être 100% à 4 places, là. On peut être à 25% à 4 places, mais on peut pas être à 100% à 4 endroits. Donc, la culpabilité peut être là. J'ai un peu vécu tous ces dilemmes-là, mais je vous dirais aujourd'hui que je m'en sors très, très bien et que j'arrive à avoir vraiment une charge mentale tellement plus saine, puis je veux vous dire concrètement qu'est-ce qui m'aide. Moi, la première chose, c'est que je connais mes priorités et je vous invite à faire l'exercice, à savoir, vous, c'est quoi vos priorités de façon très générale. Allez pas dans le micro-détail, mais vos priorités générales dans la vie. Est-ce que c'est votre famille? Est-ce que c'est votre travail? Est-ce que c'est votre vie amoureuse? Est-ce que ce sont vos amis? Bref, quels sont-ils? Puis là, peut-être que vous allez me dire, moi, c'est tout ça, mes priorités. Je comprends, mais je vous rappelle qu'on peut pas se donner à 100% partout. C'est pour ça que c'est important de un peu mettre un ordre de priorité, si on veut, aux nombreuses priorités qu'on va avoir dans notre vie, ça va nous permettre de lâcher prise sur le reste. Puis là, je vais vous donner des exemples concrets. Moi, dans la saison de vie dans laquelle je me trouve actuellement, je ne peux pas donner autant de temps, par exemple, à mes amitiés. Puis mes amis, c'est quand même prioritaire dans ma vie. Là, ma vie sociale, j'y tiens, mais ça ne fait malheureusement pas partie du top de mes priorités. Donc, je sais que je ne peux pas donner autant de temps à mes amis que je le voudrais, mais je le sais. Donc, je me sens pas mal. Je ne sais pas si c'est clair. Parce que moi, pour vous donner, par exemple, mes priorités présentement, là, moi, c'est ma famille et ensuite, c'est mon travail. Puis parfois, j'interchange les deux, puis j'en parle à mon chum, là, je vous rassure tout de suite. Mais comme par exemple, dans les dernières semaines, j'étais beaucoup dans un rythme de lancement. Je lançais le bootcamp, j'ai aussi une autre annonce que je vais faire très bientôt. Donc, le travail occupe une grande place, ce qui fait que j'ai travaillé plus
Donc, il y a certaines activités familiales que j'ai mis en second plan alors que normalement, je mets ma famille en premier plan. Donc ça, c'est un choix que j'ai fait. J'en ai discuté. Donc, je vais parfois interchanger famille et travail dans mes priorités. Mais mes amis, c'est pas que c'est pas prioritaire dans ma vie, c'est juste que là, c'est pas dans le top de mes priorités présentement. Et ça, quand on le sait, ça nous permet de faire des choix et de diminuer ou d'éliminer complètement, tout dépendant de votre personnalité, le sentiment de culpabilité. Ensuite de ça, je vous donne un autre exemple. Moi, là, je suis naturellement vraiment du genre à me valoriser dans la planification des repas. Je sais qu'il y en a qui détestent ça. Là. Moi, j'adore ça, planifier mes repas, puis je me valorise beaucoup là-dedans. Je me valorise aussi beaucoup dans la cuisine maison, là, tout faire maison plutôt que d'acheter des choses toutes faites. Et autre chose, dans la vie ménagère, moi, je me valorise aussi quand mon environnement de vie, donc ma maison au complet, est parfaitement bien rangé. Par contre, toutes ces belles choses-là, même si j'aime ça, ça ne fait pas partie de mes priorités présentement dans cette saison de vie-ci. Pourquoi? Bien parce que j'ai un jeune enfant puis que j'ai lancé une entreprise puis que j'y suis passionnée. Donc, c'est mes priorités présentement. Je me ramène encore au travail et je me ramène encore à ma famille. Donc, moi, faire le ménage et faire les repas, c'est pas que j'aime plus ça puis que je le ferai plus jamais. C'est juste que présentement, ça fait pas partie de mes priorités. Donc, je lâche prise et je laisse traîner ma vaisselle. Et qu'est-ce qu'on fait pour les repas? Bien, on commande Chef's Plate. Et c'est qui cuisine? C'est mon chum. Puis là, tout ça, normalement, m'aurait vraiment irrité à l'intérieur. Mais étant donné que c'est aligné avec les priorités que j'ai moi-même choisies, que c'est en cohérence, je ne me sens pas coupable. Si je tentais de tout faire, je le sais que je me rapprocherais de l'épuisement. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien comprendre ça. Un autre défi, je pense, qui vient avec le fait d'être carriériste, de vouloir être carriériste, je pense qu'il y a un défi en lien avec l'équilibre travail et vie personnelle. Moi, encore une fois, je parle au jeu, là, dans la société dans laquelle j'évolue et aussi dans la famille dans laquelle j'ai été éduquée, dans laquelle j'ai été élevée, j'ai toujours, moi, vu la femme comme étant celle qui tenait la maison, celle qui prenait soin des enfants. Puis pour vous expliquer un peu d'où est-ce que je viens, mon père a toujours été hyper impliqué, a été beaucoup plus présent, je pense qu'il ne le pense. Des fois, je l'entends parler aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir été vraiment absent parce qu'il travaillait beaucoup, mais j'ai vraiment pas cette image-là, moi. Mais ma mère, elle était à la maison, donc ma mère était toujours à temps plein avec moi, et c'est avec ma mère que je faisais mes devoirs, c'est ma mère qui tenait la maison, tout était toujours en ordre, on avait toujours des beaux petits plats prêts. Et malgré le fait que j'ai évolué là-dedans, je voyais le rôle de mère très présente au niveau de l'éducation et de la présence dans la maisonnée, si on veut. Mais à travers tout ça, je voyais quand même mon père qui était très carriériste, qui était un homme d'affaires, qui évoluait super bien dans sa vie professionnelle. Il m'a aussi toujours encouragée à me dépasser académiquement et ensuite de ça, professionnellement. Fait qu'il y a comme un moment dans ma vie, je vous dirais au début de la trentaine, là, dans la trentaine, surtout quand j'ai eu un enfant, en fait, c'est ça, donc dans la trentaine, j'ai comme fait face à une genre de dualité parce que je ne savais pas comment reproduire ceci. C'est comme si j'essayais de reproduire la femme carriériste, comme mon père, le modèle que j'avais, mais je voulais aussi reproduire le modèle de ma mère, donc être une maman qui est à temps plein avec son enfant. Puis j'ai longtemps pensé qu'il fallait que je fasse un choix. J'ai longtemps pensé que je devais choisir entre la mère ou la carrière. Mais la beauté, là, c'est qu'on peut embrasser les deux. On peut embrasser ces deux sphères-là. On peut être une mère très présente, puis quand on est une mère très présente, ça fait pas en sorte qu'on est moins carriériste. Bien, ça peut être un choix, mais moi, c'est pas le choix que j'ai choisi de faire. Je suis une mère qui est vraiment très, très présente. Mon fils est tellement prioritaire, mais je suis quand même carriériste. Et je suis vraiment fière d'être les deux. Je pense que c'est un super beau modèle que je transmets à mon fils aussi. Je pense qu'il faut juste faire des choix. Peu importe c'est quoi les choix, là. Vous faites les choix que vous voulez, moi, ça ne me regarde pas. On fait des choix, puis après ça, il faut poser ses limites afin de respecter ces choix-là. Je pense que le burn-out devient vraiment plus risqué, justement, si on tente de mettre tous nos œufs dans le même panier. Mettons, si on veut tout mettre dans le panier de la famille, si on veut tout mettre dans le panier du travail. Parce que là, je parle de l'épuisement professionnel, parce que moi, c'est personnellement ce que j'ai vécu, mais il y a l'épuisement parental qui est peut-être un peu moins documenté, mais qui est quand même très, très présent, là. Fait que c'est pour ça que je veux dire que si on met tous nos œufs dans le même panier, que ce soit la famille ou le travail, c'est là qu'il peut y avoir un déséquilibre et c'est là que ça peut peut-être devenir un petit peu plus dangereux de se rendre à l'épuisement. L'idée, c'est donc de répartir les œufs, pas dans n'importe quel panier, par exemple, mais dans les paniers que vous allez avoir choisis.
Je vais terminer cet épisode-ci avec la troisième partie où je veux vraiment vous partager des stratégies qui vont vous aider peut-être à prévenir et ou à surmonter l'épuisement professionnel, puis moi, personnellement, des choses qui m'aident au quotidien à ne pas retomber. Donc, j'ai comme une quinzaine d'outils. Je vous invite à soit prendre des notes, à m'écouter attentivement, ou si vous faites autre chose, je vous rappelle qu'il va y avoir un beau résumé sur mon blog de cet article-ci, donc vous pourrez aller reprendre des notes ensuite. J'ai comme un peu fait 5 catégories. La première catégorie, ça serait de gérer son temps efficacement, n'est-ce pas? Je suis la planificatrice, donc c'est certain que j'allais vous parler du temps, puis moi, ça m'a tellement aidé, et ça m'aide encore aujourd'hui à surmonter finalement l'épuisement. La première chose, le premier truc qui vous allez peut-être penser que c'est pas un truc, mais c'est un truc tellement important, votre temps est précieux. C'est juste ça que je veux que vous sachiez et faites-vous l'imprimer si vous avez besoin de le faire imprimer à votre bureau. Faites-vous un poster, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez de besoin, mais c'est important que vous sachiez que votre temps est précieux parce que souvent, les gens vont le gérer comme si c'était quelque chose de pas important, mais voyez votre temps, chaque seconde, comme étant un diamant. Là. Vous voyez ça comme ça. Voilà, première chose que j'avais à vous dire qui était très importante. Deuxième truc, c'est de connaître ses priorités. Une fois qu'on connaît ses priorités, que ce soit des priorités plus générales, des priorités de vie ou des priorités précises, un petit peu plus dans le micro de ce que vous voulez faire, lorsque vous les connaissez, mettez-les à votre horaire. Ça va vous permettre de gérer votre temps efficacement. Ensuite de ça, qu'est-ce qui m'aide beaucoup, moi, à ne pas retomber, c'est à me planifier des journées réalistes puis des semaines réalistes. Parce qu'on va se le dire, si on est toujours en train de se prévoir des journées comme si on avait 39 heures de travail de disponible dans une seule et unique journée, on va toujours être déçu. On va toujours être dans l'auto-sabotage. Puis ça, je vous invite à ne pas faire ça. Donc, on planifie de façon réaliste. Puis si ce sujet-là est un défi pour vous, j'ai un épisode complet sur le podcast et je vous mets le lien dans les show notes. La deuxième catégorie de petites stratégies là, pour prévenir et surmonter l'épuisement, c'est d'établir des limites saines. Ça, je sais que c'est facile à dire, un petit peu plus difficile à mettre en place, là, mais comment qu'on fait ça concrètement? Bien, la première chose, c'est questionnez-vous à savoir, est-ce que votre rôle professionnel est clair? Il faut le connaître. Et pourquoi il faut le connaître? Parce qu'il faut savoir ce qui sort du cadre. Parce que souvent, on va s'épuiser, puis on va se rendre compte que finalement, on s'épuise parce qu'on fait un paquet d'affaires qui ne rentrent même pas dans notre cadre professionnel. Alors, assurez-vous de connaître votre rôle et de voir ce qui rentre dans votre cadre et ce qui ne rentre pas dans votre cadre. Ça va vous aider à établir des limites. Comment on fait aussi pour établir des limites saines? C'est d'apprendre à dire non. Je le sais que c'est difficile et j'ai même un épisode de podcast aussi sur le sujet, apprendre à dire non sans culpabilité. Je vais aussi mettre le lien dans les show notes. Et ensuite de ça, une autre chose pour vous aider à mettre des limites, c'est tout simplement accepter que tout ne peut pas être fait, que tout ne peut pas être parfait. Apprenez à lâcher prise. Ça aussi, c'est facile à dire, difficile à faire, mais moi, je n'avais jamais appris à lâcher prise avant. C'est quand même très récent dans ma vie où que je lâche prise et pour vrai, plus on le fait, plus ça devient facile. Alors, il y a de l'espoir. Autre catégorie aussi, c'est de vous aider à gérer votre stress et votre anxiété. Ça va vraiment vous aider à vous éloigner de l'épuisement. Puis comment qu'on fait ça? En fait, il y a un paquet de trucs. Moi, je vous dis, qu'est-ce qui m'aide quotidiennement, là, c'est de faire de la méditation. La méditation a changé ma vie et honnêtement, on devrait enseigner ça dans les écoles. Je sais qu'il y a certaines écoles qui le prônent, mais honnêtement, la méditation, pour moi, aide à gérer mon stress et mon anxiété et je pense que ça peut aider la planète entière, sans blague. Ensuite de ça, il y a l'exercice physique. Ça a toujours été un défi pour moi faire de l'exercice physique, mais dernièrement, j'ai enfin trouvé ma méthode que j'aime, en tout cas qui fonctionne jusqu'à ce jour-là. Et pour vrai, dans les dernières semaines, j'étais en processus de lancement, je lançais plein de choses, j'avais beaucoup plus de travail qu'à l'habitude, donc normalement, j'aurais été plus stressée. Je me connais, là, normalement, j'aurais été plus stressée et comme par surprise, j'ai été vraiment moins stressée, puis je le sais que c'est parce que à tous les jours, je bouge. Avant, je ne bougeais pas nécessairement à tous les jours, et là, j'ai de l'exercice physique, je sais que ça m'aide à libérer ma charge mentale, à libérer le stress aussi qui est emprisonné dans mon corps, donc super belle méthode. Je la connaissais, mais là, j'avais comme pas trouvé ma méthode, maintenant ça fonctionne, donc je vous invite vous aussi à bouger pour gérer votre stress et votre anxiété. Ensuite, il y a le fait de prendre des pauses régulières, parce que souvent, quand on est stressé et qu'on est anxieux, on ne se permet pas de prendre des pauses parce qu'on va se dire c'est important de travailler toutes les heures de la journée parce que ça va me faire diminuer mon stress, mais au contraire, si vous intégrez davantage de pauses, votre stress va être diminué. Puis ça, il faut vraiment l'expérimenter pour le croire.
Quatrième petite catégorie de stratégie pour vous aider à prévenir ou à surmonter l'épuisement, c'est de s'entourer positivement. Donc là, j'ai une petite question, une petite réflexion que vous pourriez avoir. Est-ce que la culture d'entreprise dans laquelle vous vous trouvez, est-ce que c'est toxique? Puis ça se peut que ce soit votre entreprise à vous aussi. C'est quoi la culture de votre entreprise? Est-ce que c'est clair? Questionnez-vous à savoir si c'est toxique ou non. Le but, c'est de toujours tendre vers le positivisme, n'est-ce pas? Ensuite, c'est d'avoir un cercle, un réseau, des amis, des collègues, peu importe, qui vont être capables de vous écouter, qui vont être dans l'écoute active, mais aussi dans l'écoute sans jugement, dans l'écoute positive. Ça peut vraiment, vraiment vous aider. Autre chose aussi, quand je parle de s'entourer positivement, c'est aussi d'être capable de déléguer puis de demander de l'aide. Ça, je sais que c'est difficile de déléguer, je le sais que c'est difficile de demander de l'aide, mais ça se fait. Donc, entourez-vous positivement. Dernière petite catégorie de stratégies, de conseils que je vais vous donner en rafale, c'est apprendre à se connaître davantage puis à faire de l'introspection. Donc moi, la connaissance de soi, ça a vraiment été un bel outil qui m'a aidé à me sortir de l'épuisement. Puis concrètement, 3 petites choses que vous pourriez faire, ça serait de définir c'est quoi vos valeurs fondamentales. J'ai un bel exercice justement, si vous avez mon agenda, l'agenda imprimé de la planificatrice, j'ai un bel exercice en début d'agenda que je recommande aux gens de faire à chaque année. Puis si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, là, vous avez juste à vous questionner à savoir c'est quoi vos grandes valeurs de vie, essayez de vous en fixer entre 5 et 8 et ensuite, quand c'est clair, affichez-les quelque part pour ne pas les oublier et respectez-les. Ensuite de ça, autre chose qui peut vous aider à mieux vous connaître et à faire de l'introspection, c'est tout simplement de réfléchir par rapport à vos objectifs de carrière et à vos objectifs de vie aussi, pour ensuite de ça être capable de vivre de façon alignée avec ça. Aussi, une autre grande question que vous pourriez vous poser et qui est tellement importante, c'est tout simplement, est-ce que mon travail actuel me nourrit ou si je suis toujours en mode survie? Puis ça, encore une fois, là, j'ai l'impression que je fais juste plugger d'anciens épisodes, mais je trouve ça important de vous les présenter si vous ne les avez pas écoutés, mais j'ai un épisode exactement sur ce sujet-là, à savoir si mon style de vie me nourrit ou si j'y survis. Donc ça, c'est une autre super belle question à laquelle vous pourriez répondre. Pour conclure, j'ai vraiment envie que vous sachiez qu'il est possible de surmonter l'épuisement professionnel tout en poursuivant une carrière ambitieuse. Je ne sais pas où vous vous trouvez présentement, vous êtes peut-être très, très loin de l'épuisement, au sens où peut-être que vous n'en vivrez jamais et je vous le souhaite, mais peut-être que d'un fois vous êtes un peu proche de ça ou peut-être que vous êtes en plein dedans. Peu importe où vous êtes, je veux que vous sachiez que c'est possible de connaître une croissance, de se sentir accompli et tout ça sans s'épuiser. Puis si je vous dis ça, je le dis avec certitude parce que moi je le fais chaque jour, même si à un certain moment j'ai cru que je ne reprendrais jamais le goût de travailler. Vous n'avez pas besoin d'être passé par l'épuisement aussi pour comprendre l'importance de ce que je dis. Ça, je suis certaine que vous le savez. Et ce que je veux que vous compreniez aussi, c'est que souvent, on va se sentir emprisonné dans une réalité ou bien dans un emploi, par exemple, qui ne nous convient plus. Peut-être que cette réalité-là nous convenait à un certain moment, mais là, elle ne nous convient plus. Et à un moment donné, on sait juste plus comment sortir de ça. On ne sait plus comment sortir de ce tourbillon-là, soit par manque d'énergie, par manque de confiance ou par manque de ressources. Puis, souvent, là, on se sent pris là-dedans, puis c'est un peu comme si on s'était créé notre propre prison. Mais gardez en tête que si vous vous êtes créé cette propre prison-là, ça veut dire que vous avez la possibilité de la détruire si ce mode de vie ne vous convient plus. Gardez en tête qu'il y a toujours d'autres options. Toujours, même si peut-être que vous ne les voyez pas maintenant, là, il y a toujours d'autres options. Si jamais vous vous sentez peut-être dans un burn-out, très près d'un burn-out, n'hésitez tellement pas à demander du soutien. Moi, je veux vraiment, pour être passée par là, puis il y a 5-6 ans, il n'y avait pas beaucoup de ressources. En tout cas, moi, quand je cherchais des ressources, j'en trouvais pas vraiment, mais donc je me suis vraiment donné la mission de parler très, très, très ouvertement du burn-out, puis je trouve ça beau parce qu'à chaque semaine, sans blague, j'ai toujours des témoignages de gens que je ne connais pas qui viennent vers moi et qui me disent « Hey, je me suis tellement reconnue, Émilie, dans mon histoire. J'avais l'impression que quand je t'écoutais, j'avais l'impression que je m'écoutais parler. » Parce que j'ai aussi un épisode, le 2e épisode du podcast où je parle un peu de mon histoire. J'ai quand même abordé l'épuisement puis il y en a beaucoup que ça a beaucoup résonné avec eux. Donc, merci pour tous vos messages que vous m'envoyez. Pour moi, c'est hyper important que ce ne soit pas tabou. Donc, si jamais vous vous sentez glisser ou si vous êtes présentement dans une petite période peut-être de noirceur en lien avec l'épuisement,
j'ai envie de vous dire de demander de l'aide, demander du soutien. Il y a tellement de ressources disponibles et puis vous n'êtes pas obligé de traverser ça toute seule. Hein. Vous pouvez aller voir un psychologue, vous pouvez aller voir les conseillers d'orientation aussi. Moi, je ne le savais pas, mais les conseillers d'orientation sont vraiment bien formés pour vous aider soit à réintégrer le travail après un épuisement, à vous aider à ne pas retomber ou bien à prévenir l'épuisement également. Puis j'ai un épisode avec mon amie qui est conseillère d'orientation, Joanne Dubé, puis je vais mettre le lien dans les show notes où on aborde un peu ça. Donc je trouve que les conseillers d'orientation, c'est une super belle profession qui est malheureusement trop peu connue, mais vous pouvez demander du soutien auprès de ces personnes-là. Moi aussi, avec toutes les ressources que j'offre sur mon site web, avec le podcast, avec mes produits, avec mon service, je pense que je peux vous aider à mieux travailler, que ce soit à travers, comme je vous disais, là, que ce soit le bootcamp qui commence demain, que ce soit à travers mes formations en ligne, bref, tout ce que j'offre, je peux vous aider. Sauf que gardez en tête que oui, j'ai plein de ressources, mais si vous êtes rendu trop loin, c'est pas le temps de mettre en place des nouvelles tactiques de gestion de temps, là. Parce que ce que vous avez peut-être de besoin, c'est juste de prendre le temps. Donc, sachez que je suis toujours prête à vous aider, mais rendez-vous pas trop loin, par exemple. Parce que là, vous allez avoir besoin d'aide vraiment professionnelle à ce niveau-là, au niveau de la santé. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous a parlé, j'espère que vous repartez avec des beaux outils concrets, j'espère que ça vous a peut-être fait cheminer ou que ça vous a peut-être donné espoir, tout dépendant où est-ce que vous vous trouvez dans votre vie actuellement. Mais gardez en tête que oui, c'est possible d'être carriériste sans s'épuiser, je le fais à tous les jours et je suis vraiment très, très fière de le faire. Je conclus en vous rappelant que mon bootcamp Organisation et Mindset de croissance peut vous aider à performer sans vous épuiser. Pourquoi? Parce que je vous enseigne des thématiques qui vont vous aider à diminuer vos heures de travail, diminuer votre stress tout en améliorant votre croissance. Encore une fois, un petit disclaimer, là, si vous êtes présentement en épuisement, là, vous avez besoin de temps. Vous n'avez pas besoin de mon programme ou de mon bootcamp. Là. Donc, si vous êtes présentement en épuisement, attendez un peu, prenez soin de vous, puis mon bootcamp reviendra peut-être un peu plus tard. Mais si jamais vous êtes vraiment en quête d'outils, que vous n'êtes pas en burn-out présentement, je pense que mes outils peuvent vraiment vous aider. Je les enseigne pendant 3 jours dans le bootcamp Organisation et Mindset de croissance, seulement 37 $. Vraiment, si ça vous intéresse, saisissez votre chance et cliquez dans le lien dans les show notes pour obtenir tous les merveilleux détails ou bien pour réserver votre place. Je vous remercie d'avoir été avec moi. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!